Monsieur le doyen, monsieur le président, chers collègues et amis, lorsqu'il m'a été demandé par Alain Le Gallot de participer à ce colloque sur l'acte de parole, le sujet qui m'est immédiatement venu à l'esprit a été la comparaison, avec bien entendu des similarités et des différences, de la prise de parole, d'une part au cours du procès pénal et d'autre part devant les instances multilatérales telles que l'ONU ou encore l'Union européenne, mais aussi dans le cadre bilatéral des relations entre États portées par les diplomates. Le dilemme de l'acte de parole, tant dans le prétoire que dans les enceintes diplomatiques, réside dans l'efficacité de sa parole et sa valeur. Et je reviens finalement au début de cette session avec l'efficience de la parole. Certains, comme Molière dans Don Juan, pensent qu'il faut faire et non pas dire, et que les effets décident mieux que des paroles. La théologie nous dit le contraire, que finalement les faits arrivent des paroles, surgissent, naissent des paroles. Cependant, malgré Molière, les paroles des juges, je comprends les juges dans son acception générale, je vais y comprendre et je vous dirai pourquoi les membres du parquet, les paroles des magistrats, on pourrait dire, et celles des diplomates sont indispensables à la vie publique. Indispensables. Les unes résonnent dans les prétoires telle la parole, voire quand il décide, c'est une parole. La décision du juge est une parole. Elle s'exprime dans une parole, en premier lieu, avant de s'exprimer dans un écrit, au niveau du droit pénal. Et elles doivent refléter, cette parole doit refléter, la décision rendue au nom de qui? Au nom du peuple, au nom du roi. En France, au nom du peuple français. Quand j'étais juge, je me souviens en particulier, quand vous ressentez le plus l'impérium du juge, c'est quand vous êtes ce que j'ai été à un moment donné, les fonctions que j'ai exercées, pas ce que j'ai été. Être, c'est différent. Dans les fonctions que j'ai exercées, c'était celle de président de chambre à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chargé des affaires économiques et financières. Quand j'allais à l'audience pour décider, pour écouter d'abord, décider ensuite avec mes deux collègues, je me disais toujours, Jean-Paul, n'oublie pas que tu vas faire un acte de parole qui va être une décision que tu rends au nom du peuple français. Tu ne rends pas cette parole, tu ne rends pas cette décision au niveau, dans cette traduction de l'acte de parole, c'est un acte vraiment de parole, au nom de la justice, tu la rends au nom du peuple français. Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir, quand on est juge, cette notion de l'acte politique, au sens grec du terme, que vous prenez au nom du peuple français. Comme quand vous décidez, au niveau des Nations Unies par exemple, au nom, par l'effet de la charte, de l'humanité. Alors, dans ces organes internationaux, par contre, vous devez refléter aussi, c'est ce qu'on perd de vue actuellement, comme l'a brièvement évoqué notre doyen et président d'aujourd'hui, on oublie la charte, on la laisse de côté. Quand elle dit, nous, peuple des Nations Unies, elle ne dit pas gouvernement, elle dit peuple. Avons foi, et tout le monde, y compris la France, pays laïque, dit avons foi, bien sûr. Avons foi dans les principes intangibles de la charte. C'est-à-dire, et en rappelant qu'en un siècle, en plus, à deux reprises, la même génération a vu 2 guerres mondiales. Avons foi dans les principes du droit international. Avons foi dans les principes de la charte.
Mais ces paroles, effectivement, peuvent également engendrer au niveau, diplomatique des conséquences politiques ou juridiques importantes. Et on peut se demander, dans ces cas-là, si cette parole reflète quoi? Reflète une certaine vérité des rapports internationaux. Reflète une certaine vérité par rapport à la charte. Alors, évidemment, il n'y a qu'à se référer à l'un des plus grands diplomates du XIXe siècle, Talleyrand pour ne pas le nommer, pour constater que la parole diplomatique peut être destinée, et c'est une parole multilatérale, la parole du Congrès de Vienne de 1815. Ça n'est pas une parole bilatérale. Elle reflète quoi? Tout va bien, l'Empire français s'est effondré, la royauté est revenue, et donc on va pouvoir reparler entre nous au niveau européen et recréer l'espace européen, comment dirais-je, naturel, des empires et des royaumes. Ça n'a pas duré finalement si longtemps que ça, puisque en 1848, les choses ont commencé à bouger de nouveau, les nationalités, etc., etc. Je dirais que la Révolution, quelque part portée par Napoléon, avait semé la graine. La graine de quoi? D'une parole de liberté. Malgré toutes les histoires, les affaires, je dirais, de Napoléon, malgré les atrocités de la terreur, il restait une certaine parole de liberté. Alors il est certain d'une part que les paroles des juges, on va épurer, ne doivent contenir ni flatterie, ni grossièreté, ni bavardage, ni parti pris, y compris pour le parquet. Elles ne sont pas non plus des discours conçus pour convaincre les paroles du juge. Quoique, il faut peut-être avoir une adhésion à la condamnation quand c'est une parole pénale. Alors par contre, là, il y a une différence avec la parole du ministère public, qui, elle, doit convaincre. En effet, si, selon le principe « la plume est serve, mais la parole est libre », les procureurs ont toujours joui de la liberté d'exprimer leurs convictions devant les juges, en dépit d'ordres ou d'instructions qu'ils avaient reçus de leurs supérieurs avant l'audience, à l'époque, ils étaient tenus de déposer ces instructions écrites, etc. Maintenant, c'est terminé, tout ça. Bref, ils doivent aller à la force de conviction, mais ils le font dans un cadre précis que j'analyserai dans ma première partie. Donc, première partie, c'est la parole du juge dans le procès pénal, puis ensuite on verra la parole des diplomates pour enfin voir les différences et les similarités. Parce que même si la parole des diplomates peut quelque part, et il faudra le voir, s'assimiler à des bavardages, bavardage auquel je faisais référence dans la parole du juge, c'est peut-être pour des bavardages bien, je dirais, bien voulus, bien sentis, pour éviter une décision que l'on veut retarder. Mais, et on le verra aussi, la parole des diplomates, comme la parole des juges, peut être aussi brutale. Brutale dans la mesure où, au bilatéral, on va déclarer la guerre. Ou même si on ne la déclare plus maintenant, en tout cas, la mener. Et c'est à l'instar d'une décision du juge, qui peut être elle aussi brutale, du juge pénal. Autrefois condamnation à mort, maintenant condamnation, et encore dans certains pays, condamnation à mort, bien sûr. Comme je disais aux Biélorusses, quand ils me disaient « Ah mon Dieu, nous avons la peine de mort et nous sommes pour cela, je dirais, montrés du doigt par le Conseil de l'Europe », je dis « Le problème, ce n'est pas la condamnation à mort chez vous, c'est le fait qu'il n'y ait pas de double degré de juridiction. » Parce que pour la condamnation à mort, hélas, vous êtes en bonne compagnie avec les Chinois et les Américains. Donc, la parole peut être brutale, mais elle doit être aussi élaborée, bien conçue, d'un côté comme de l'autre.
Donc la parole des juges, première partie. Comment peut-on résumer la parole du juge? Il y aurait, à mon avis, 3 phases. La première est celle du juge avant le débat et avant le débat devant la juridiction. Alors en common law, vous avez des autorisations de procéder à l'enquête avec, comment dirais-je, des éléments qui doivent être suffisants pour que le procureur obtienne la décision du juge, en particulier aux États-Unis, la décision du juge de procéder à une enquête. C'est le système américain de probable cause qui donne au juge le pouvoir d'évaluer le début de l'investigation et donc de donner quelque part son opinion, parole traduite en acte. Probable cause. C'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a un échange, qu'il y a une parole avant la décision. Et ensuite, évidemment, durant le procès, alors le procès qui est finalement la traduction de notre... Là, j'ai mon historien qui ne va pas me contredire, j'espère, qui est la traduction du système accusatoire tel que les Normands l'avaient importé à l'époque. On croit que le système anglo-saxon était arrivé, je dirais, ex nihilo. Mais non, il est arrivé, importé par les Normands, qui ont... mis le système accusatoire en place dans ses acceptions les plus brutales, mais tout de même. Et puis ensuite transféré aux États-Unis. Eh bien là, il peut admettre les témoignages. Alors c'est pas la parole du juge exactement, mais c'est la parole c'est l'acte du juge qui autorise la parole. C'est intéressant. L'acte du juge autorise la parole pour admettre preuves et témoignages. Vous savez que d'ailleurs dans ces cas-là, si c'est un parjure, le contempt of court dans les pays anglo-saxons est terrible. C'est si vous mentez à un juge, vous en prenez pour 10 ans. En France, c'est un sport national, n'est-ce pas, de mentir au juge. Ça fait partie d'ailleurs des droits du prévenu de pouvoir, ou du mis en examen, de pouvoir mentir au juge. Ça fait partie de ses droits. Les témoins, non. Mais le prévenu, oui. Alors que, quand vous êtes entendu aux États-Unis, si vous êtes prévenu, et que vous êtes entendu sur votre affaire, ce qui est, comment dirais-je, l'art le plus subtil de l'avocat, du procureur, de faire entendre celui qui est mis en cause comme un témoin, si vous êtes entendu comme un témoin, ce qui n'est pas possible en France, eh bien, à ce moment-là, vous allez en prendre pour 10 ans si vous mentez. Bien. Et dans le système, je dirais, romano-germanique, pour ne pas parler de système français, nous avons, dans la plupart des cas, des juges d'instruction. Pas partout, hein. Ils ont disparu sous l'influence du droit américain, mais enfin, il en reste. Alors là, je dirais que dans les affaires complexes, importantes, lorsque il est question de rechercher la vérité, nous avons une grande critique par rapport à non seulement l'acte du juge, mais aussi la parole du juge d'instruction. Parce que, et nous l'avons éprouvé comme avocat, puisqu'avant d'être juge, j'étais aussi avocat et je le suis redevenu, par l'effet des ans, la critique très fondée vis-à-vis de notre système est que souvent dans ces procédures, il y a une partialité du juge. Parce que le juge d'instruction que j'ai été, emballé par la volonté de faire tenir son affaire, ne va pas aller vers la recherche de la vérité, mais va aller vers la recherche des preuves. Et dans l'interrogatoire, la parole créatrice de droit, parce que vous êtes en train d'accumuler les preuves, dans l'interrogatoire, la parole créatrice de droit n'est plus une parole neutre, parce qu'elle est à la recherche des preuves et pas de la vérité. C'est le travers régulier de la procédure inquisitoire qui nous venait évidemment de l'Église, pas forcément de l'Inquisition au début d'ailleurs, mais en tout cas la procédure inquisitoire d'origine, dans laquelle on recherchait la vérité.
Et chaque fois, on a cette dérive. C'est très curieux. L'Inquisition telle qu'elle avait été pratiquée dans le sud-ouest de la France au moment de la guerre des Albigeois était vraiment une inquisition, je dirais, qui sous-pesait, qui faisait la différence. Et puis après, on est tombé dans l'inquisition. Ce que l'on a comme image dans l'esprit, c'est l'inquisition espagnole, qui, elle, était la recherche vraiment des preuves. Et donc, on se retrouve en France, au XXIe siècle, dans une justice inquisitoire, au départ, avec les deux phases, inquisitoire d'abord, accusatoire après. On a les deux phases, finalement, chez nous. Et dans cette phase inquisitoire, le juge, hélas, souvent, recherche des quoi? Des preuves et pas la vérité. Cheminons plus avant. Allons vers la parole du ministère public. Alors, le ministère public n'est pas non plus conçu comme aux États-Unis. On est toujours flashé avec des histoires comment dirais-je, de séries américaines. Le ministère public n'est pas là pour, comment dirais-je, seulement soutenir l'accusation. Je vous rappelle que le ministère public représente quoi pour les juristes de droit privé? Représente l'intérêt de la société. Il ne représente pas forcément l'accusation. C'est pour ça d'ailleurs, pour revenir à ce que je disais, que sa parole est libre. Il m'est arrivé, en Normandie je me souviens, mais aussi à La Réunion, quand j'étais au parquet, de me lever et de requérir soit l'acquittement, soit la mise hors de cause d'un prévenu. Parce que ma parole était libre et que je devais exprimer dans mon acte de parole ce que je ressentais comme étant la vérité, comme étant la justice. Et je vous dirais que dans ce cas-là, l'acte de parole est très fort. Quand vous avez le parquet qui se lève pour requérir la relaxe d'un prévenu ou l'acquittement d'un accusé, je vous garantis que la parole, elle est très forte. Donc vous voyez cette chose qui est la parole, par exemple, qui doit porter l'accusation, mais qui aussi, en même temps, doit porter, au nom de la société, une vérité, et non pas une accusation simple. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a bien indiqué que l'autorité judiciaire, je parle au constitutionnaliste qui est là, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle et que cette autorité judiciaire, dans ce cas-là, comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, Conseil constitutionnel 93-326. Au surplus, depuis la loi 2013-669, il n'y a plus d'instruction. Le ministre de la Justice, contrairement à ce qu'on peut croire, ne peut plus adresser aucune instruction dans les affaires individuelles. Aucune. Donc la parole qui se traduit en acte du ministère public, ou l'acte qui se traduit en parole, comme vous le voudrez, est un acte libre. Et au fond de sa conscience, la parole du ministère public doit être libre, et d'ailleurs, dans le statut de la magistrature, il est bien indiqué qu'à l'audience, ça a été transcrit ainsi, le principe, je dirais, ancestral, la plume est serve et la parole est libre, mais la parole est libre, il s'est traduit par à l'audience, article 5 du statut de la magistrature, à l'audience, leur parole est libre, en référant aux magistrats du ministère public. Là aussi, il faut distinguer par rapport au système américain où le procureur porte l'accusation à un point tel qu'il peut arriver à faire condamner le mis en cause pour une infraction qu'il n'a pas commise. Pas du tout. Parce qu'on s'entend avec le futur condamné pour dire, quelquefois d'ailleurs qui n'avoue même pas les faits, dans un système de nolo contendere, pour dire, écoutez, voilà, on est d'accord sur telle peine, et donc telle infraction, même si elle n'est pas commise. Pas du tout. La parole est totalement en dehors de la réalité. La parole, à ce moment-là, se traduit par un contrat, le plea bargaining, ou le negotiated plea,
qui est un aveu de culpabilité quelquefois, pas toujours, avec un marchandage sur la peine. Voilà donc ce qui se passe dans d'autres systèmes. Alors, je vous signale quand même que le système américain ne marcherait pas si il n'y avait pas 90% de plea bargaining. C'est-à-dire tout le système américain repose sur le fait que la parole juste, on s'en fiche. Ça n'est pas la question. La question est qu'il faut connaître des condamnations. Ça devient, à ce moment-là, je dirais, quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la justice, c'est une parole économique. Ça n'est plus une parole de justice, c'est une parole économique. C'est-à-dire que, au sens large du terme, c'est pas économie, c'est une parole économique au sens économie politique. C'est-à-dire on fait ce qui vous arrange sur le plan de l'économie du procès. On fait ce qui vous arrange. Monsieur Le Gallo, vous voulez terminer votre affaire, vous ne voulez pas que ça dure 5-6 ans, vous ne voulez pas prendre le risque de prendre 5-6 ans de prison, donc vous vous arrangez pour dire que ce que vous avez fait, oui, c'est pas ce que finalement l'enquête a révélé, et que vous vous arrangez pour prendre 100 000 euros d'amende, 100 000 dollars d'amende. C'est très intéressant cette façon de faire, qui pourrait d'ailleurs, qu'on essaye de mettre en place en France, mais en France, il faut toujours qu'il y ait des complications là-dessus, parce qu'on ne comprend pas tout à fait cette forme de justice. Quant au juge jugeant, le juge du siège pur, disons, comme nous disons dans notre jargon judiciaire, par opposition au juge d'instruction, au juge des enfants, etc., sa parole, si elle n'est pas mesurée, pesée, sous-pesée, équilibrée, devient vite inaudible. On l'a dit, dans ces cas-là, partial. On l'a dit, pas l'apostrophe. Et donc, son acte de parole ne remplit pas sa fonction première. Qui est quoi? De rompre le cycle de la vengeance privée pour la juste rétribution de l'acte commis, avant même que l'on pense à la réparation destinée aux victimes ou à la réhabilitation des condamnés. Et il est à noter à ce sujet que plus on monte dans la hiérarchie des recours, appel d'abord, cassation ensuite, plus cette parole doit être empreinte de sagesse, de hauteur de vue, pour qu'elle soit entendue, comprise et respectée, y compris dans l'acte de décision qui se traduit, cette décision qui se traduit par l'acte de parole. Alors qu'en est-il de la parole des diplomates? Par essence, la parole des diplomates doit aussi être pesée, sous-pesée, revue, corrigée, car elle engage toute une nation. Et au multilatéral, elle peut engager le monde entier, la communauté internationale, comme on dit. Ainsi, un ambassadeur près de notre pays a, une fois ses lettres de créance présentées, tous les pouvoirs extraordinaires et plénipotentiaires pour porter la parole au nom du pays qu'il représente. Ainsi, il représentera pour nous, la France, plus que le gouvernement français. La France a exprimé son opinion aux Nations Unies. On ne dit pas le gouvernement français. Donc il représente la France. C'est très intéressant. Il est mandaté par son gouvernement, mais il représente la France. C'est dire à quel point cette parole engage, comme la parole judiciaire, et peut avoir des conséquences graves, voire dramatiques. Les exemples foisonnent de paroles diplomatiques ayant favorisé la paix ou la guerre. Et l'une des plus célèbres est celle de la dépêche d'Ems. Je vais passer dessus parce que nous n'avons pas le temps, mais je l'ai mise dans ma présentation. Il s'agit d'un télégramme officiel envoyé le 13 juillet 1870 par le chancelier Otto von Bismarck à toutes les ambassades en s'inspirant d'un article de presse et qui rapportait un très court dialogue entre le roi de Prusse, Guillaume Ier, et l'ambassadeur de France à Berlin. Des histoires de mots employés, d'adjudants, de pas adjudants, enfin peu importe. En tout cas, ça a déclenché la guerre de 70, que Bismarck voulait. Cette parole est créatrice de guerre. C'est cette parole qui a fait que nous étions en guerre avec l'Allemagne depuis 1970, avec, il ne faut pas l'oublier,
la fin, les conséquences, c'est-à-dire la proclamation de l'Empire allemand à Versailles, la prise de l'Alsace-Lorraine, ce qui a généré chez les Français une bien légitime acrimonie, on pourrait dire, et les conséquences du traité de Versailles. On oublie, parce que quand on parle du traité de Versailles, on dit il est trop dur pour les Allemands, pour ceci, pour cela, ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas pu le négocier, on leur a imposé, etc. Revenez, s'il vous plaît, à 1970, 71, et à la proclamation de l'Empire allemand dans la galerie des glaces de notre palais de Versailles, et à la prise de l'Alsace et de la Lorraine-Moselland. Vous voyez ? Tout ça à cause de la parole d'Ems. Et puis après, la Seconde Guerre mondiale, qui est le résultat, pour beaucoup d'historiens et d'analystes, de la première. La parole créatrice de mal. Des malos. On y est presque. Je dois ensuite indiquer que la parole multilatérale, elle, comment dirais-je, se traduit, vous voyez, par des ambiguïtés. La situation que nous vivons actuellement, souvent, est, je dirais, à tort ou à raison, mais se réfère à la situation de l'effondrement du mur de Berlin, avec des promesses vraies ou fausses, on va gloser, mais en tout cas, une incertitude et une non-clarté de la parole vis-à-vis de l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Qui, évidemment, le président Poutine a repris ça, mais il n'empêche qu'il y a une incertitude et manque de clarté de la parole à ce niveau-là, qui crée, là aussi, par cet effet, un chaos dans lequel nous sommes. Parole de juge par parole de diplomate, je vais conclure par là, similarité et différence. Alors, tout d'abord, je dirais que il y a d'abord une parole qui peut foudroyer, à la fois chez les diplomates et chez les juges. Condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité avec 30 ans de peine de sûreté, ça foudroie un individu, mais évidemment, la parole d'un diplomate qui va déclarer la guerre, ça foudroie un peuple. Ou qui, sans déclarer la guerre, va mettre le pays dans une situation où il faut déclarer la guerre, ça va mettre évidemment une parole d'une plus grande ampleur, mais qui foudroie également. Alors, je dirais qu'il y a un point qui revient quand même. C'est un point qui revient toujours. Il faut que la parole des diplomates, comme celle des juges, si on veut que ce soit des paroles entendues et des paroles de paix, nous sommes ici dans une enceinte universitaire, on doit prôner la paix. Eh bien, il faut qu'elles résonnent avec la plus grande justesse possible, ces deux paroles. La parole du juge, quand elle est exprimée pour condamner, ne doit jamais être véhémente. Elle doit toujours être, je dirais, non pas compassionnelle, mais en tout cas ouverte. Quand je condamnais quelqu'un quand je demandais, je n'étais pas président d'assises, j'étais président de correctionnel, mais quand même président de correctionnel, quand on condamne quelqu'un à 7, 8 ans, 10 ans de prison, on doit le faire avec mesure. C'est pas un tel, je vous condamne à, c'est monsieur, vous êtes condamné à la peine de. Gardez la dignité. Et quand on va si on veut aller vers la paix dans une enceinte multilatérale, ça veut dire qu'il faut y avoir d'abord bien réfléchi, avoir surtout des moments de silence officiel pour faire et le silence dans ce cas-là est très important, pour que l'on puisse avoir des moments de vide qui précèdent la décision, avec des discussions dans les arrière-boutiques. C'est la même chose pour la décision du juge. Elle est précédée par un délibéré, c'est-à-dire un moment de silence.
On retrouve donc ici un point d'équilibre, un point de passage entre la parole diplomatique et la parole judiciaire, toutes deux devant être claires, précises et mesurées. Je viens terminer sur deux choses. La ruse qui peut être employée en diplomatie ou même en matière judiciaire pour faire avouer quelqu'un n'est, à mon avis, jamais bénéfique à long terme. Parce qu'il y a, à ce moment-là, souvent beaucoup d'aigreur, pas de compréhension de la décision. Mais on peut voir aussi, ça c'est le deuxième point de la concordance des paroles diplomatiques et judiciaires, il peut y avoir des paroles diplomatiques qui engendrent des paroles judiciaires. C'est le cas, par exemple, quand le Conseil de sécurité de l'ONU, en vertu de l'article 41 de la Charte, décide de créer des tribunaux. Pourquoi ? Philippe Marie, nous revenons au droit naturel, encore une fois. Monsieur l'abbé, on a évoqué ça tout à l'heure avec le doyen président, quand on voit les images de Sarajevo, quand on voit les images de l'Ukraine, quand on voit les images... Eh bien, on a, surtout Sarajevo, l'Ukraine, ce n'était pas encore le cas, mais c'est en train de se... Mais Sarajevo, tout le monde était d'accord, des gens qui se font écrabouiller, le pont de Srebrenica, etc., et boum, création d'un tribunal international. Création d'un tribunal international parce que, justement, alors là, c'est le silence des images, c'est-à-dire la parole des images, je pourrais dire. Elle est tellement forte que on revient au droit j'appelle ça le droit du bout du bout. C'est-à-dire quand il n'y a plus rien, il faut quand même qu'on fasse du juger les gens qui ont commis de tels actes. Et là, on est tout près, tout proche du droit naturel. Donc la parole diplomatique peut être aussi créatrice de droit pénal. Elle l'a été avec le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, elle l'a été avec le tribunal pour le Rwanda, pour la Sierra Leone, pour les crimes commis par les Khmers rouges au Cambodge, et elle a été la courroie d'entraînement qui a mené à la création de la Cour pénale internationale. Alors, que dire en définitive? Et pour conclure, que les paroles des magistrats, ça c'est ma conviction, et des diplomates, même si elles se rapportent à des matières bien différentes, doivent se rapprocher au niveau des principes, et que ces principes pourraient se résumer à un précepte clair, tenir sa parole. Et comme c'était Alain Le Gallot qui m'avait demandé de travailler sur l'acte de parole dans ces secteurs-là, je reviendrai à la littérature, bien sûr. Balzac. Est-ce que tu te souviens, mon cher Alain, de ce que disait Balzac dans La femme de 30 ans? Si tu veux être un homme remarquable, il faut faire de ta parole une seconde religion et y tenir comme à ton honneur. Merci.